de nuit. LP de nuit, c'est la référence à écouter pour être au plus proche du lycée. Vous retrouverez ici nos internes et leurs chroniques pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Et n'hésitez pas à nous retrouver en ligne sur le site de Delta FM ou bien sur notre page YouTube. C'est aujourd'hui une nouvelle émission dans sa version light, révision du bac oblige. Ce soir, nous voyageons donc au cours de la musique et au rythme des notes avec Néo et au travers du cosmos en volant d'étoile en étoile avec Léandro. Maintenant que je vous ai présenté notre équipe de chroniqueurs pro, il est l'heure de lancer le générique, maestro. Bonjour Néo, alors on swing sur quel tempo cette semaine? J'ai cru comprendre d'ailleurs que c'était pas tant un tempo, mais plutôt qu'on voyageait quelque part. Exactement, on va voyager au Hellfest ce soir. Merci beaucoup. Et Pardon, excusez-moi. Bonjour à toi aussi Léandro, on va jusqu'où aujourd'hui? On va encore très proche cette fois parce qu'on va juste à côté du soleil. Ok, et parfait. Et je vous propose qu'on attaque tout de suite notre voyage le plus proche jusqu'au Hellfest. Vas-y Néo. Chaque année, dans un petit coin de Loire-Atlantique, une ville de toile et de métal surgit. À Clisson, près de Nantes, des dizaines de milliers de fans de métal du monde entier se rassemblent comme attirés par une force invisible, une sorte de rituel collectif, un appel primal. C'est pas juste un festival, c'est un repère, une cathédrale sonore, un exutoire géant. Aujourd'hui, je vous emmène au Hellfest. Plus qu'un événement musical, c'est un pèlerinage culturel. Le Hellfest naît en 2006, après une première incarnation sous le nom de Furyfest. À l'époque, c'est un petit festival hardcore punk à l'ambiance underground, mais rapidement le concept prend feu. Réunir toutes les familles du métal, du heavy mélodique au black le plus obscur, dans un même lieu. Clisson, paisible village médiéval, devient alors l'épicentre de la fureur amplifiée, et contre toute attente, les habitants jouent le jeu. Ce qui frappe d'abord au Hellfest, c'est l'esthétique. Le site semble tout droit sorti d'un roman post-apocalyptique, statues géantes, flammes qui jaillissent au sol, crânes métalliques, ferronneries gothiques, chapelles démoniaques. Mais ne vous fiez pas aux apparences, sous ce look d'enfer, c'est un véritable jardin d'Éden pour les fans de musique extrême. On y trouve 6 scènes de show jusqu'à 3h du matin et plus de 200 groupes programmés chaque année. De Metallica à Gojira, de Deftones à Emperor, mais surtout une ambiance unique au monde. Le Hellfest, c'est pas juste des gens qui écoutent fort, c'est une tribu planétaire. On y croise des bikers allemands, des fans japonais, des familles avec des enfants casqués, des seniors métalleux, des punks, des gothiques, des métalleux trad, des curieux, et malgré les apparences, barbe, clou, veste à patch, jamais une bousculade, rarement un incident. Ici, le respect, c'est sacré. Si tu tombes dans le pit, 10 bras te relèvent. Le Hellfest, c'est ça aussi. Une religion laïque, sans dogme, où chacun a sa place. Ce qui fait du Hellfest un pèlerinage, c'est que les festivaliers ne viennent pas juste pour des concerts. Ils viennent pour se retrouver entre semblables dans un monde où, souvent, la musique métal est marginalisée, caricaturée et incomprise. Ici, pas besoin d'expliquer pourquoi t'écoutes du death metal ou pourquoi tu portes des t-shirts de groupe au logo illisible, tout le monde te comprend. C'est un sas de décompression, une parenthèse où les règles sont inversées, les marginaux deviennent la norme, les introvertis se lâchent, les tatoués en noir deviennent lumineux. Aujourd'hui, le Hellfest est devenu un poids lourd de la culture française. Plus de 200 000 festivaliers sur plusieurs jours. Des retombées économiques énormes, une couverture médiatique qui a fait évoluer l'image du métal. Mieux encore, il a éduqué le public général. Il a montré que le métal, loin des clichés sataniques ou violents, est une culture riche, diverse et profondément humaine. Et puis, entre nous, quel autre festival, dans quel autre festival peut-on passer de Deep Purple à Behemoth en 1 heure? Où peut-on hurler, pleurer, pogoter, méditer et boire une bière artisanale sous une statue géante de Lemmy Kilmister? De nombreux groupes se retrouvent au Hellfest chaque année pour faire vibrer le sol et les scènes. Cette année, du 19 au 22 juin, sur les 6 scènes différentes, passeront au total 184 groupes différents. On y retrouvera notamment Linkin Park, Muse, Korn, Scorpions, Judas Priest, Dream Theater, Savage, Joe Satriani, Steve Vai, Falling in Reverse, Kim Dracula, Imminence, Within Temptation, Epica, Spirit Box, Future Palace,
Sun, Exodus, Abbath et de nombreux autres. Notamment certains groupes français du style Pyre Cult, Last Train, Lophophora, Massisteria ou encore ADX par exemple. Alors oui, le Hellfest c'est un enfer, mais un enfer paradisiaque. C'est un lieu de lâcher prise, de rencontres, de musique. C'est un moment sacré pour des centaines de milliers de passionnés qui s'y rendent comme on va à Compostelle, pas pour prier mais pour vivre. Et donc même si vous n'aimez pas le métal, je vous promets, passer un jour au Hellfest c'est vraiment une leçon de liberté. Sur ce, merci de m'avoir écouté, c'était Néo, et je vous laisse sur une chanson du groupe polonais Behemoth, une chanson de leur dernier album sorti le 9 mai 2025. Voici Shield of God de Behemoth. Shield of God de Behemoth. C'était donc The Shield of God de Behemoth, un groupe de blacknet death metal polonais, malheureusement pas présent cette année au Hellfest. Eh ben merci. Si, je suis allumée. Merci beaucoup pour ta chronique, Néo. Désolée, on est fatigué ce soir. C'est le début de la semaine, mais c'est compliqué quand même. Merci beaucoup et je propose qu'on continue qu'on commence un peu à lever la tête et à partir un peu dans les étoiles. Ça te dit, Néo ? Avec grand plaisir. Eh ben alors, je te propose qu'on laisse tous les deux la place à Leandro. Merci à vous deux. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Leandro et bienvenue dans les Récits du Cosmos, une chronique sur l'astronomie et tout ce qui l'entoure. Ce soir, nous allons parler de l'astre qui règne sur notre ciel, celui sans qui la vie sur Terre ne serait même pas envisageable, le Soleil. Le Soleil, c'est bien plus qu'un simple disque lumineux au-dessus de nos têtes. C'est une étoile, oui, une étoile comme tant d'autres dans l'univers, mais c'est la nôtre, notre source de lumière, de chaleur et de vie. À 150 millions de kilomètres de nous, il brille depuis 4,6 milliards d'années, et il devrait encore le faire pendant autant de temps. À première vue, il semble immobile, éternel, et pourtant, c'est un immense four en perpétuelle activité. En son cœur, la température atteint presque de 15 millions de degrés. C'est là que se déroule la fusion nucléaire, un processus où l'hydrogène se transforme en hélium, libérant une énergie colossale. Cette énergie met des milliers d'années à remonter à la surface, puis seulement 8 minutes pour nous parvenir jusqu'à nous. C'est grâce à elle que poussent les plantes, que souffle le vent, que les océans s'évaporent. Et le Soleil n'est pas seul dans sa catégorie. Dans le grand livre des étoiles, il n'est qu'un chapitre. Il existe des étoiles bien plus massives, appelées géantes bleues, dont la vie est courte mais intense. D'autres, comme les géantes rouges, sont des étoiles vieillissantes qui se dilatent avant de s'éteindre. A l'inverse, certaines étoiles sont beaucoup plus petites et moins brillantes. Ce sont les naines rouges, les plus communes de l'univers. Et puis il y a les étoiles à neutrons, les supernovas, les pulsars. Des astres au nom poétique, mais en réalité souvent violentes. Le Soleil, lui, est une étoile de type naine jaune, ni la plus grande, ni la plus petite, mais parfaitement adaptée à la vie sur notre planète. Depuis l'Antiquité, les civilisations ont vénéré le Soleil. En Égypte, il était Ra, le dieu qui traversait le ciel chaque jour sur sa barque dorée, illuminant le monde et combattant les forces des ténèbres chaque nuit. Les Aztèques, de leur côté, voyaient dans le soleil une divinité guerrière, Tonatiuh, qui exigeait du sang pour continuer à sa course. Ils croyaient que si les sacrifices s'arrêtaient, le soleil cesserait de se lever. En Inde, il était Surya, le dieu solaire, monté sur un char tiré par 7 chevaux, représentant les jours de la semaine ou les couleurs de la lumière. En Chine ancienne, la légende racontait qu'il existait 10 soleils dans le ciel, jusqu'à ce que l'archer, Hu Yi, en abatte 9 pour sauver la terre d'une chaleur insupportable. Et même en Europe, les anciens Grecs le personnifiaient sous le nom d'Hélios, conduisant chaque jour son char de feu à travers les cieux, avant que ce rôle ne soit repris plus tard par Apollon dans la mythologie classique. Et au Japon, la déesse Amaterasu, sortie d'une caverne pour éliminer le monde, incarne la lumière solaire et l'ordre du monde. Elle est encore aujourd'hui une figure centrale de la mythologie shintoïste, symbole de la famille impériale et de la lumière divine. Scientifiquement, c'est au XIXe siècle qu'on commence à comprendre réellement le Soleil. Et aujourd'hui, grâce aux satellites comme SOHO ou Parker Solar Probe, on peut observer ses moindres soubresauts. Ces taches, ces éruptions, ces vents solaires qui peuvent parfois perturber nos satellites et nos communications. Le Soleil, bien qu'indispensable, peut aussi
se montrer capricieux, mais reste avant tout un lien quotidien avec le cosmos, un rappel que nous tournons, que nous vivons dans un système plus vaste. Chaque lever de soleil est une petite victoire contre l'obscurité, un recommencement. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la chaleur du soleil sur votre peau, pensez à cette étoile lointaine qui veille sur nous. Pensez aux autres étoiles, à leur différence, à leur diversité. Et rappelez-vous que même au cœur de l'espace infini, il y a des lumières qui brillent, chacune avec sa propre histoire. Merci de m'avoir écouté, c'était Lindro, et à une prochaine pour plus de récits du cosmos. Excusez-moi, tu m'as tellement transpercé que j'étais perdue au milieu du cosmos. Moi aussi, j'étais partie voguer de soleil en soleil. Merci beaucoup, Léandro. J'avais oublié de remonter le son. Je propose que, avant de se quitter, on mette un peu de musique. Ça manque de musique un peu cette émission. Ouais. Okay. Moi je propose qu'après avoir voyagé au plus proche du soleil, on fasse écouter Mascara du groupe Deftones, qui mêle une sonorité plutôt électro-pop et une ambiance sombre et envoûtante. À travers des paroles à la fois sensibles et percutantes, la chanson explore les masques que l'on porte au quotidien entre apparence et vulnérabilité. Et d'ailleurs, le mot mascara, qui est un maquillage plutôt symbolique, devient ici le reflet d'émotions dissimulées, d'une identité fragile ou en quête d'elle-même. Le morceau séduit par sa profondeur émotionnelle et son esthétique soignée, à la fois mélancolique et moderne. Je vous laisse écouter Mascara du groupe Deftones. Léandro, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on vient d'écouter ? C'était Mascara de Deftones. Et c'est déjà ajouté à ma playlist. Nice. Très bon groupe. Ouais, carrément. Ça a l'air super sympa. Tu nous en avais déjà parlé, non, j'ai Léo ? évoqué le nom Tu as dû rapidement. l'évoquer, ok. Ouais. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Ouais. Et je vous propose, très chers auditeurs, très chères auditrices, mais aussi très chers chroniqueurs, que l'on se quitte sur cela. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission de LP de nuit, la 11e. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site et sur la page YouTube de Delta FM et de nous écouter la semaine prochaine pour probablement notre dernière émission. Merci à Néo et merci à Léandro. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée à tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine à 18h pour la dernière sur Delta FM 90.2. C'était Lola pour LP de nuit.